Donc je suis Thierry Sarment, directeur des collections du Mobilier National et je travaille depuis une vingtaine d'années sur l'histoire de l'État d'Ancien Régime en collaboration avec Mathieu Stoll qui est lui-même conservateur au service interministériel des Archives de France. Alors pendant plusieurs années, nous avions consacré des travaux universitaires au gouvernement de Louis XIV en général, à l'organisation gouvernementale et administrative depuis la prise du pouvoir de Louis XIV jusqu'à sa mort en 1715. Et évidemment, quand on explore cette longue période, eh bien, on a un personnage majeur qui ressort, c'est Jean-Baptiste Colbert, à la fois par son importance foncière et puis par la réputation qui a été la sienne dans les siècles qui ont suivi. Ce qui s'est renouvelé dans les sources depuis les biographies précédentes, c'est d'abord l'immense quantité de documents imprimés qui sont devenus accessibles grâce à la numérisation de masse, notamment celle effectuée par Google, ainsi que celle auquel a procédé la Bibliothèque nationale de France. Par ailleurs, la Bibliothèque nationale conserve au département des manuscrits une énorme collection qu'on appelle les mélanges Colbert, qui sont en fait une partie de ses archives administratives, et désormais ces documents qui étaient difficilement accessibles en direct en salle de lecture sont maintenant numérisés en grande partie. Alors le grand Colbert, c'est une expression à double entente. Grand en vérité, comme un grand ministre qui pour nous est une figure de réformateur de l'État ayant une vision systémique, une vision d'ensemble qui n'a pas d'antécédent avant lui et pas tellement de postérité après lui, au moins jusqu'au XIXe siècle. Et puis grand Colbert parce que légende de Colbert, mythe de Colbert, avec cette expression du colbertisme qu'on sert à toutes les sauces et que chacun rattache à des doctrines parfois bien étrangères à celles que Colbert lui-même professait. Alors, les origines familiales de Colbert, c'est la bourgeoisie. Ce qui est amusant, c'est que lui-même a cherché à s'inventer des origines aristocratiques complètement fictives qui remontaient à l'Écosse médiévale. Bon, alors tout ça, depuis les années 70, on sait que tout cela est parfaitement inventé et qu'il est le descendant d'une famille de paysans champenois, rémois exactement, paysans devenus maçons, maçons devenus négociants, négociants devenus financiers et entrés au service de la monarchie. Alors, le passage de Colbert au service de Mazarin, c'est la phase essentielle de sa carrière, puisque jusqu'à la trentaine, il n'est qu'un commis du département de la guerre, un personnage assez secondaire, et c'est à la faveur de la Fronde qu'il entre au service de Mazarin, qu'il devient ce qu'on appelle l'intendant de ses affaires, c'est-à-dire celui qui gère toutes ses affaires privées, et en même temps lui sert de correspondant quand Mazarin est éloigné de la cour, avec la reine et avec les autres figures du gouvernement. Et Colbert, en servant Mazarin, à la fois prend l'expérience des affaires privées, mais aussi devient un personnage politique. Sur la rivalité entre Colbert et Fouquet, on a longtemps dit que c'était l'opposition de deux manières de gérer différentes et presque de deux systèmes administratifs antagonismes de la monarchie. Et une exploration plus sereine montre qu'il n'y a absolument aucune opposition d'idées ou de principes entre les deux hommes, mais simplement un heurt d'ambition. Et c'est finalement Colbert qui va se révéler le plus habile, parce qu'il a compris que Louis XIV voulait gouverner par lui-même et qu'il n'y aurait pas de Premier ministre en titre une fois Mazarin décédé. Et c'est comme ça que Colbert, qui est la couleuvre qui figure dans ses armes, arrive à avoir la peau de l'écureuil, c'est-à-dire de Fouquet. Le procès de Fouquet est un exemple de procès politique assez mal mené, puisque Colbert ne cesse d'intervenir tout au long de la procédure et finalement arrive à indisposer les juges et à les rendre plus favorables à Fouquet à la fin de la procédure qu'ils ne l'étaient au départ. Et finalement, alors qu'on espérait une sentence de mort, on a une sentence de bannissement qui ne convient pas ni à Louis XIV ni à Colbert et qui va entraîner à ce que Louis XIV de son propre mouvement expédie Fouquet à Pignerol. La Chambre de justice devait être une juridiction financière chargée de purger toutes les malversations ayant eu lieu depuis une vingtaine d'années, à partir du début du règne personnel de Louis XIV. En fait, elle a surtout contribué à éliminer les partisans de Fouquet, à ramasser à leur détriment
des quantités d'argent frais et à installer à leur place des financiers ralliés à la cause de Colbert et qui seraient, après ça, ses partisans dociles. Pendant les 10 premières années du ministère de Colbert, entre 1661 et 1670 environ, il est ce qu'on pourrait appeler le ministre Soleil, puisque c'est la figure prépondérante du gouvernement. Mais il n'est pas Premier ministre, il n'y a pas de Premier ministre. Mais c'est malgré tout le ministre qui s'impose davantage parce que les guerres sont alors d'ampleur limitée, et du coup le ministre de la guerre, ses rivaux, Le Tellier et Louvois, sont moins en évidence. Et lui, qui est le ministre des Finances et de ce qu'on pourrait appeler les affaires économiques et commerciales et maritimes, il est au premier rôle. En revanche, dans la deuxième décennie de son ministère, entre 1670 et 1683, la position de Colbert devient plus difficile parce qu'il doit financer la guerre de Hollande, un conflit d'ampleur européenne qui va absolument grever les finances du royaume, et il va être réduit au rôle de ramasseur d'argent. Donc la fin est plus dure et moins brillante que le commencement. On reproche à Colbert d'avoir installé un réseau familial et clientélaire à l'échelle du royaume de France. Alors effectivement, il est allé très fort, mais ses prédécesseurs faisaient exactement la même chose. Le changement intervient à la génération suivante, quand petit à petit les clientèles des ministres vont se fondre dans le service de l'État. Et on ne retrouvera pas de clientèle de même ampleur à la fin du XVIIe siècle ou au cours du XVIIIe siècle auprès des ministres. Des historiens récents, et même moins récents, ont mis en cause l'honnêteté de Colbert et le fait qu'il aurait pu, comme Fouquet, détourner les deniers publics. Un examen très serré, fondé sur de nouvelles archives de ses revenus, montre que l'origine de sa fortune pendant le ministère de Mazarin est évidemment le trafic d'influence dans la continuité de ce que fait Mazarin lui-même. Donc, en arrivant au pouvoir, Colbert est déjà riche. Mais son enrichissement ultérieur, qui est considérable, lui, il est parfaitement régulier, il tient à la faveur de Louis XIV et aux multiples sources de revenus que lui fournissent ses innombrables charges et aussi les terres et les offices qu'il a accumulés. Le Code noir a été promulgué en 1685, donc 2 ans après la mort de Colbert. Pour autant, il est bien évident qu'il en est le promoteur, puisque la rédaction de ce code s'est faite sur 7-8 ans, donc en grande partie de son vivant, et à son initiative, on en a d'ailleurs les travaux préparatoires. Pour autant, faut-il juger Colbert à l'aune de nos valeurs du XXe siècle? Je pense que c'est une erreur. Au XVIIe siècle, tout le monde est esclavagiste. Il n'y a personne, ni en Afrique, ni en Asie, ni en Europe, pour remettre en cause la moralité de cette pratique. Alors, nous sommes ici dans la Manufacture des Gobelins, qui est un lieu colbertien par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y avait déjà une activité commerciale et industrielle, mais encore mal organisée, et Colbert est un organisateur de génie. C'est-à-dire qu'il a réuni dans ce lieu des ateliers préexistants, il a transporté en ce lieu la manufacture que Fouquet avait créée à Mincy, et il en a constitué, à partir de ces différents morceaux, en les plaçant sous la direction du peintre Charles Lebrun, une grande manufacture, dite manufacture des meubles de la couronne, qui est l'origine des manufactures nationales et en partie du mobilier national actuel. On peut parler de politique culturelle concernant le ministère de Colbert comme surintendant des bâtiments du roi. Pourquoi? Parce que comme surintendant, il a la charge de construire les maisons royales, de construire des grands édifices parisiens, mais il ne se satisfait pas de ce rôle de bâtisseur. Il promeut les académies, les bibliothèques, les journaux scientifiques, les expériences scientifiques, et une activité profuse qui fait de lui vraiment l'ancêtre de nos ministres de la Culture, voire même de l'Éducation nationale. Il y a un grand paradoxe dans le fait qu'une biographie de Colbert soit sélectionnée pour un prix décerné par le château de Versailles, puisque s'il y a bien quelqu'un qui était hostile au château de Versailles, c'est Colbert. Parce que dans son esprit, le grand monument de la monarchie, c'était le Louvre qui est un château royal majeur depuis le Moyen-Âge, dont on a entrepris la transformation en un palais à l'antique depuis
François Ier. Et il voulait s'inscrire dans ce grand dessein, le terminer et faire du Louvre le symbole de l'État et de la monarchie éternelle. Bon. Parmi les nombreuses légendes attachées à Colbert, il y a le fait qu'il serait mort de désespoir du fait d'une faveur royale en cours de diminution, du fait de la charge de travail qui s'était imposée. Alors, il faut être un peu méfiant vis-à-vis de ce genre d'interprétation parce que quand on lit Saint-Simon et d'autres auteurs du XVIIe siècle, les gens meurent souvent de déplaisir. Je pense que des explications plus naturelles et plus organiques sont considérées, et notamment le fait qu'il souffrait tout simplement d'une crise d'urémie. Je pense que si on veut mesurer Colbert au monde contemporain, on peut dire qu'il est l'ancêtre d'une vision globale de la société et de l'économie. Puisque c'est comme ça que nous raisonnons aujourd'hui. Dans le passé, les gouvernants pensaient d'abord guerre et politique étrangère. Et Colbert, lui, est le premier à considérer un royaume comme une sorte de tout organisé, donc on peut faire progresser et réformer dans toutes ses dimensions. Il est un peu la traduction politique de l'œuvre de Descartes. Par rapport à nos précédents ouvrages, à Matthieu Stoll et à moi-même, ce Colbert a constitué un défi dans la mesure où pour la première fois on se mesurait à une longue suite de biographies antérieures. Et ce qui est toujours un peu impressionnant, et on cherche à se distinguer, en même temps il est parfois imprudent de prétendre surpasser et dépasser définitivement tous ceux qui nous ont précédés. Et je suis bien persuadé que dans 20, 30 ans ou 50 ans, on se trouvera une autre biographie de Colbert pour faire oublier celle-là.